On poursuit maintenant avec la République démocratique du Congo. Nous allons évoquer la mort de l'ambassadeur italien. L'ambassadeur d'Italie en RDC, Luca Attanasio, a été tué ce 22 février lors d'une attaque armée contre son convoi, un convoi onusien à une dizaine de kilomètres du nord de Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Son garde du corps, Vittorio Iacovaci, ainsi que le chauffeur congolais Mustapha Milambo sont également décédés. Kinshasa accuse les rebelles de FDLR, c'est les Forces démocratiques de libération du Rwanda, une milice rebelle rwandaise, d'être à l'origine. Celle-ci dément toute implication dans la mort du diplomate italien. Firmin Teko, d'abord la mort d'un diplomate, c'est quand même un fait extrêmement grave, puisque ça peut envenimer les relations bilatérales, les relations diplomatiques entre deux États. J'ai l'impression, quand je regarde le cas du diplomate italien, je ne sais pas, ça ne prend pas l'ampleur que ça devrait prendre. Oui, parce que la RDC, c'est un pays tellement compliqué. Un pays tellement compliqué dans la mesure où, quand vous voyez certaines zones, le nord, Kivu, l'est, l'ouest, ce sont des zones occupées en réalité par les Occidentaux. Ce n'est pas un pays où le chef de l'État maîtrise son territoire. C'est un pays où le chef de l'État, celui-là qui dirige le pouvoir, ne maîtrise pas le pays sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan de ressources minières. Au Togo, par exemple, vous savez que c'est un pays, le Togo, c'est un État unitaire. On sait que ceux-là qui dirigent maîtrisent le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et c'est-à-dire, il n'y a pas, par exemple, à l'est ou à l'ouest, une puissance étrangère qui dirige ou qui puise les ressources ou qui exploite les ressources de ce pays. Mais quand vous venez en RDC, c'est un pays qui détient 65% des richesses mondiales, mais où ceux-là qui dirigent ne maîtrisent même pas comment ces richesses sont exploitées. Comment on les exploite, comment on les sort du pays, comment on les exporte, qu'est-ce qu'on importe et tout ça. Quand vous allez en RDC, par exemple, mais c'est-à-dire vous allez voir le Vatican à son territoire, la Belgique à son territoire, la France à son territoire, l'Angleterre à son territoire. C'est un pays qui est tellement bizarre, qui est entre les mains des Occidentaux. Donc c'est pour cela que quand le diplomate est mort, bon, finalement, ça ne dit pas grand-chose. On dit les Nations Unies, c'est comme les Nations Unies qui ont perdu un de leurs éléments. Ce n'est pas la première fois que les Nations Unies perdent leurs éléments. Ça s'est passé plusieurs fois. Mais au finish, est-ce qu'on accuse ceux-là qui dirigent le pouvoir, ceux qui dirigent le pouvoir? Non, je ne pense pas, parce qu'il y a eu sous Kabila, ça a été sous le Kabila fils. Sous le Kabila fils, ça a été comme ça. Sous Mobutu, même ça a été comme ça. C'est des choses qui se répètent dans ces pays. Mais on ne pointe souvent pas du doigt celui-là qui dirige. Parce que c'est des situations qu'on n'arrive pas à maîtriser. De plus, la RDC a des soucis avec les pays limitrophes où il y a le Rwanda qui peut venir sur le territoire avec ses rebelles. Il y a d'autres pays qui peuvent facilement circuler sur le territoire sans qu'on ne les maîtrise. Donc, si on peut réussir à diligenter des enquêtes, ce sont des enquêtes qui aboutissent difficilement, parce que la situation en réalité sécuritaire, la situation militaire, la situation de rebelles n'est pas géographiquement maîtrisée. C'est pour ça qu'on ne peut pas accuser actuellement le président qui est au pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'assassinat de cet ambassadeur une sorte de négligence de la part du diplomate lui-même, parce que vous êtes dans une zone où, selon des rapports, vous avez plus de 122 groupes armés qui écument la zone, dont certains sont très actifs, notamment les FDLR, les Maïmaï, ils sont plus trop actifs, mais là, c'est une zone d'insécurité. Est-ce que le diplomate a pris les dispositions sécuritaires nécessaires pour se rendre dans cette partie du pays? Vous avez parfaitement raison, dans ce sens que nous savons que depuis une vingtaine d'années, la zone-là a de sérieux problèmes et est sous l'occupation de ces forces-là qui sont vouées à des guerres et qui veulent à tout prix conquérir ces terrains. Donc, une promenade ou une visite dans ces zones-là devrait être bien préparée, bien organisée, avec tout ce qu'il faut comme dispositions sécuritaires, parce que sachant que l'État, le gouvernement, ne possède pas une certaine autonomie sur ce milieu où il y a beaucoup de rebelles. Et je pense que le baromètre sécuritaire de Kivu a dénoté 122 groupes armés, comme vous le dites. Donc, 43 groupes armés sont présents au nord Kivu où la chose s'est passée. Donc,
En tout cas, moi, on ne va pas dans cette partie-là. Dans cette partie n'importe comment et à n'importe quel moment. Et surtout que aujourd'hui encore, il y a de petites tensions qui sont encore ouvertes dans ce chose-là entre les instances dirigeantes et l'ancien régime, tout ça, alors qu'on ne sait pas comment les choses se passent et qui, et pour le compte de qui les choses, les trucs se passent. Et nous pouvons remarquer qu'en réalité, il y a cet élément d'économie de guerre qui aide les rebelles à faire de massifs recrutements de jeunes pour pouvoir compléter leurs effectifs à chaque fois. Et on ne sait pas comment ils arrivent à s'autofinancer, à disposer des armes. Et ce que j'allais même dire, c'est que réellement, quand nous venons également dire que ces rebelles-là arrivent à pouvoir infliger leurs lois à l'armée nationale, alors que la nation devait posséder plus d'argent que ces combattants, je me dis, est-ce que quelque part, ce n'est pas le couteau qui se retourne contre son porteur, parce qu'en réalité, je ne vois pas ces rebelles aussi puissants et que toute cette communauté internationale n'arrive pas à appuyer l'armée régulière pour aller les chasser de là-bas et sécuriser la zone. Et malheureusement, c'est des effets qui se propagent un peu. Le Mali également commence à avoir un truc comme ça, d'autres pays en Afrique également. Ça devient maintenant une situation d'insécurité, non seulement pour les citoyens, mais également aux étrangers. Je pense que comme ça a commencé par toucher les étrangers, une réflexion de qualité sera mise en place pour pouvoir sécuriser ces zones afin que libre circulation puisse être permise à tout le monde. Mais David Jagwavi, ça montre, en tout cas si on en vient à tuer un diplomate, ça montre que les autorités RD congolaises n'ont aucune maîtrise de la sécurité dans cette partie-là. Tshisekedi lui-même avait été victime d'une tentative d'assassinat dans cette région. Quelques semaines, quelques mois après son arrivée au pouvoir. On a parlé de son avion l'avion qui devait le transporter de Kinshasa dans cette zone avait eu quelques problèmes techniques et tout ça. On a dû l'évacuer de toute urgence sur Kinshasa. C'est une zone qui est hors contrôle. Et depuis Mobutu, personne n'arrive à... Vous savez, le Nord Kivu, c'est la zone où il y a plus de richesses. En tout cas, il y a des richesses là-bas. Donc, si vous arrivez à accéder à cette zone, vous avez la même mise. L'exploitation des mines, elle est ouverte à tous les groupes armés. Tant que vous avez des armes pour défendre le territoire. Voilà. Donc, vous exploitez l'or, le diamant, le cobalt, tout ça, et vous les revendez à qui vous voulez. Et quand vous revendez, l'État n'a pas de contrôle sur tout ça. Le circuit de l'exploitation des mines là-bas est imposé par les groupes rebelles. Alors, pour accéder à ces zones, il faut d'abord avoir une raison qui vous amène à aller dans ces zones. Le gouvernement congolais n'accède pas à ces zones comme il veut. C'est une zone qui est contrôlée par des rebelles. Donc, à tout moment, vous pouvez être victime d'une attaque. Et donc, avant d'accéder, il faut avoir une raison. Et quand vous avez la raison, si elle est fiable, il faut des dispositifs de sécurité pour vous accompagner. On nous dit que le diplomate, il est parti le matin et avec son chauffeur, son garde du corps, ils sont peut-être 3 dans leur voiture et ils ont tous été tués. Qu'est-ce qu'il allait chercher dans cette zone? Et qu'est-ce qui l'a amené? On dit qu'il devait visiter un projet scolaire officiel. Voilà. Et donc, derrière cette raison officielle, s'il faut fouiller véritablement, on comprendra. Si l'Italie a financé un projet scolaire dans cette zone et que l'ambassadeur, au titre de représentant diplomatique de l'Italie en RDC, souhaite aller, je crois que ça ne se fait pas comme vous et nous étions venus dans ce studio. Surtout quand on connaît le degré de dangerosité qui est voilà. Je voudrais même aller dans votre sens pour dire que déjà ça frise quelque chose de conquête d'hégémonie ou de conflit d'intérêts. Parce que si l'Italie est en train de promettre un projet d'école, ça veut dire que désormais les Italiens pourraient de temps en temps aller dans la zone, alors que la zone est comme la France et la Russie en Centrafrique. Alors que la zone récolte un certain nombre d'intérêts et que Firmin l'a bien situé tout de suite, ces zones-là ont
des conclaves dirigés par des métropoles, chacun à son compte. Donc, on a déjà senti que cette présence-là devait être une présence de partage et il fallait juste enrayer cela et puis ça s'est passé. Donc, et puis personne ne dit rien. Personne ne dit rien et à un moment donné, donc l'hégémonie reste une grande chance de celui qui était là. Donc, on attend peut-être un second qui viendra encore mettre un projet et qui viendra faire un tout. Je me rappelle quand même que le président Tshisekedi, quelques mois après son arrivée au pouvoir, a lancé une vaste opération militaire pour reconquérir l'Est du pays. Et le président s'était même rendu là-bas. Il a eu la phrase, il a dit « Je donnerai ma vie pour le retour à la paix ici ». On a l'impression que... Il s'amuse. Il s'amuse. Qu'il a laissé sa vie. Non, les forces démocratiques qui sont là-bas, quand vous voyez, ce n'est pas eux-mêmes qui se sont implantés. Ils sont eux-mêmes recrutés. Par qui? Ils sont financés. Par qui? Ils travaillent pour le compte de qui? Donc pourquoi là-bas, on n'arrive pas avec les drones, avec toute la technicité de guerre, à pouvoir identifier les positions de ces rebelles et à aller les déloger? Tout d'abord, il y a un problème, c'est-à-dire le jour où la situation, moi j'ai l'habitude de le dire de la façon la plus banale comme ça, le jour où la situation deviendra normale, mais c'est fini, les Occidentaux perdent tout. Donc ils vont toujours encourager la présence des rebelles là, autant la situation est difficile, autant la situation est chaotique, autant ça leur profite. Ça leur profite, là ils profitent pour faire leurs basses besognes, ils profitent pour exploiter les ressources qu'ils peuvent exploiter. Et donc actuellement, ce qu'il y a, moi quand les dirigeants, ceux-là qui dirigent le Congo démocratique, parlent comme ça avec fermeté, surtout sur le plan de sécurité, sur le plan militaire, moi ça me fait rire. Du moment où vous ne maîtrisez même pas tout le territoire. Ils ne maîtrisent pas tout le territoire. La RDC, c'est pour les Nations Unies. Ils ont une armée aujourd'hui très fragilisée. Tout d'abord, leur armée n'arrive pas à contrôler tout le territoire. Kinshasa même d'ailleurs. Sur le plan sécuritaire, vous n'arrivez à rien faire. Sur le plan ressources, vous n'arrivez pas à exploiter toutes les ressources. Il y a des rebelles qui viennent dans votre pays, sur votre territoire, exploiter certaines ressources dont vous n'avez même pas, dont vous n'en avez pas la connaissance. Il y a des Occidentaux, des Italiens, des Belges qui sont là sur le territoire. Vous ne savez pas comment ils fonctionnent, comment ils vivent. Vous ne pourrez même rien dire. Et maintenant, vous dites que vous allez donner votre vie pour faire quoi? Il ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire. Comme le roi belge l'avait dit, la RDC, c'est sa propriété. Et cela demeure. La RDC, c'est la propriété des Occidentaux. Ceux-là, comme de Lumumba à Mobutu, avec après Kabila père, Kabila fils, ceux-là, ce sont juste des pions que les Occidentaux manipulent facilement. Et la preuve, c'est ce qui se passe même actuellement avec Tshisekedi, où les Occidentaux aussi sont en train de le manipuler contre Kabila. Ça veut dire qu'on n'a pas envie d'un retour à la paix dans cette partie de la RDC. C'est pas seulement cette partie de la RDC, mais c'est sur tout le continent africain. Le jour où le continent africain va être en paix, le monde va trembler. Comme on l'avait dit, quelqu'un l'avait dit, le jour où la Chine va se réveiller, le monde va trembler. L'Afrique possède toutes les capacités nécessaires pour affronter les Occidentaux. Il faut juste formaliser des attaques, des rébellions pour déstabiliser certains pays. Regardez un peu ce qui se passe. Prenez la carte du monde, identifiez les zones où il y a plus de conflits. C'est en Afrique et c'est dans des pays qui sont immensément riches. On vous dit que la richesse de la RDC peut nourrir une partie du monde pendant des années. Mais comment comprenez-vous que la RDC ait toutes ces ressources minières, mais quand vous arrivez en RDC, vous avez faim. Vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas l'eau courante, vous n'avez pas les infrastructures routières et sanitaires, etc. Non, justement, le Congolais meurt à cause d'une Doliprane, à cause d'un comprimé de médicaments, alors que dans son sous-sol, il y a de l'or, il y a du diamant. Et donc, les puissances qui viennent puiser ces ressources minières ne voudront pas qu'il y ait la paix, puisque c'est en temps de guerre que l'ennemi vient puiser votre ressource financière. Les mines d'or et de diamants qui sont là. Mais, je ne vous dis pas, allez voir ce qui se passe dans la ville d'Anvers, en Belgique, où l'or qui est vendu là-bas, on vous dit que l'or vient de la RDC. Mais c'est des gens comme vous et moi qui venons avec dans leur poche ou dans leur sac des kilos d'or qui viennent les vendre sur le marché noir. Et cet or vient de la RDC.
C'est terrible. Donc, aucune puissance n'accepterait que la paix revienne en RDC, en tout cas en RDC pour le moment, puisqu'il y en a tellement. Il y a tellement de richesses à puiser, autant de décennies encore. Et donc, il faut maintenir cette déstabilisation du pays pour pouvoir continuer de puiser le pays. La fin, j'allais dire, ce qui est assez drôle, c'est que vous avez même des groupes armés, quand vous prenez les FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda, qui s'attaquent plus à la RDC qu'au Rwanda. Oui, en fait, c'est une zone où on vient trouver les moyens d'aller s'approvisionner en armes et se constituer encore à une force chose effrayante. Donc, ils ont des petits, comme la zone aussi est une zone forestière, ils ont ces petits chantiers qui leur permettent de se glisser rapidement. Quand ils viennent, ils ouvrent un peu les petits feux pour épouvanter ceux qui contrôlent là où les richesses sont. On puise un peu, on ressort, on va. Quand on dilapide, on revient. Et, ouais, tout ça là, c'est ça qui est un peu dommage. Et on a tellement appauvri la zone que les jeunes qui sont là-bas sont obligés d'accepter d'être mobilisés comme rebelles pour aller justement servir la cause de ceux qui exploitent ces domaines. Et tout le monde le sait, en Afrique, dans le monde entier, mais personne ne veut se lever en raison des cartels qui existent entre les multinationaux, tout ça là. Donc, sincèrement, la RDC peine aujourd'hui à cause de la richesse de son sous-sol. L'Afrique même gémit à cause de ses richesses. Là, on ne sait pas si un jour Dieu descendra, puisque nous avons coutume d'appeler Dieu pour pouvoir nous passer ses grands. Dieu, il est fatigué. Dieu, il est fatigué un peu aussi. C'est la pause maintenant et puis on va revenir pour le dernier sujet tout à l'heure. Bon,